Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui une vidéo pour vous parler un petit peu de mon expérience plutôt négative avec certains modèles que j'ai achetés. Parce que quand on est passionné de montres, évidemment on achète des montres et même si dans la plupart du temps ça match, on est satisfait de notre achat, il y a certaines fois où ça n'a pas été le cas. Et moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 5 modèles qui m'ont déçu. Alors ils m'ont déçu pour plusieurs raisons que je vais vous exposer dans cette vidéo. Évidemment, ça n'engage que moi. Ça reste de très bonnes montres euh, qui plaisent à une majorité d'entre vous d'ailleurs. Dans les 5 montres que je vais vous présenter aujourd'hui, il n'y a pas de montre d'entrée de gamme. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est assez difficile de regretter une montre d'entrée de gamme. Quand on achète une Casio à 100 euros, on sait à quoi s'attendre. Quand on achète une Seiko à 150 euros, on sait à quoi s'attendre. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu complexe d'être déçu par ce segment tarifaire sur les montres. Par contre, tout de suite, quand on passe autour de 400, 500, 1000, 2000, etc., là, on s'attend quand même à un certain niveau de qualité, d'exigence. Aujourd'hui, sur les 5 montres que je vous présente, je les ai quasiment toutes revendues, parce que quand ça matche pas, ça matche pas, hein. Ça sert à rien de s'acharner, de les conserver pour les laisser au coffre et jamais les porter. Personnellement, c'est pas, je vois pas l'horlogerie comme ça. Moi, j'achète des montres, c'est pour pouvoir les porter, me faire plaisir. Certainement pas pour les laisser moisir dans un coffre, histoire de prendre un billet dans 5 ans. Ça m'intéresse pas. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi ça vous est arrivé d'acheter une montre et finalement au bout de quelques jours, vous regrettiez votre achat. C'est assez rare qu'un passionné avoue de regretter un achat de plusieurs milliers d'euros. Mais pourtant, je pense que ça arrive plus souvent qu'il n'y paraît. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Allez, c'est parti. Hamilton est une marque horlogère qui propose des montres d'entrée et de milieu de gamme. Certains modèles sont connus, je pense par exemple à la Hamilton Ventura et au Hamilton Khaki Field. Alors la Khaki Field, c'est une montre qui a vraiment tout ce qui peut me plaire dans une montre mécanique. C'est une montre déjà avec une boîte brossée, avec un mouvement à remontage manuel. Elle est disponible également en automatique, mais moi j'ai préféré le manuel. Une montre très lisible, très simple, pas de fioritures, avec un esprit un petit peu fligueur. Vraiment une montre que j'aime beaucoup. Du coup, je l'ai trouvée d'occasion, je l'ai achetée. Elle était venue livrée sur un bracelet NATO. Sur le NATO, pas de souci, la montre au poignet est plutôt belle. Sauf que moi, j'aime pas trop les NATO. Du coup, j'ai voulu remplacer le bracelet. J'ai mis un bracelet cuir. Et là, petit problème. Petit problème, pourquoi? Parce que les cornes sont assez longues. Sur la photo, ça se voit pas vraiment. C'est vraiment au poignet qu'on a cette sensation. Les cornes sont assez longues. Et du coup, monté sur un bracelet en cuir, on se retrouve avec des jours entre le boîtier et le bracelet. Et ça, je trouvais pas ça du tout esthétique. Donc petite déception, j'ai essayé de garder la montre, de vivre avec, mais non, le rendu visuel m'a vraiment gêné et du coup je m'en suis séparé. Alors il y a quelques mois, je vous présentais ma Tudor Black Bay Smile Dial. Alors c'est une montre que j'ai acheté pour plusieurs raisons. Évidemment, Tudor et plus spécialement ces gammes Black Bay jouissent d'une excellente réputation et sont des montres qui restent quand même assez recherchées par les passionnés. Alors d'un point de vue strictement qualitatif, honnêtement, j'ai rien à redire. La montre était vraiment parfaite. On est sur du Swiss made, bien manufacturé, aucun défaut, que ce soit sur la montre, sur le packaging ou même sur le bracelet cuir ou le bracelet NATO qui était fourni avec ma version. C'était une Tudor Black Bay 79-220B. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je la passe en revue. Vous aurez vraiment tous les détails sur ce modèle. Les Tudor Black Bay, on le vend en poupe. Et notamment les versions Gilt, les Tudor BB58, etc. Et ça a redonné un petit peu de fraîcheur à une marque qui jusque-là proposait pas vraiment de choses exceptionnelles. Perso, j'ai beaucoup de mal à comprendre l'engouement qui gravite autour de Tudor et autour de ces Tudor Black Bay. Euh, Déjà, je trouve que Tudor, c'est une marque de montre qui propose des montres assez épaisses. Là, les bébés 79, désormais, elles font quasiment 14 mm, je crois. C'est pour ça que j'avais pris une 79-220B parce qu'elle était un peu plus fine avec l'utilisation d'un calibre TA. Mais toutes les montres que Tudor sort avec des calibres manufacture, c'est des parpaings quasiment. Hormis certaines refs en petit diamètre, avec des diamètres 38,
Sinon, on se retrouve toujours avec un parpaing sur le poignet. Je pense par exemple au chrono. Enfin bon, voilà, ça c'est le genre de détail qui me chagrine et qui m'a dérangé sur ma Tudor. Ensuite, deuxième chose, c'est la Tudor BB 79-220B. C'était une belle montre, mais alors les aiguilles Snowflake, je trouve ça disgracieux. C'est vraiment pas quelque chose de beau, je trouve ça grossier. Ça n'a pas du tout matché. Du coup, bon, bah ça, deuxième point négatif. Et enfin, d'autres détails me gênent encore chez Tudor. Par exemple, les faux rivets sur les bracelets. J'adore le bracelet à rivets, mais les rivets, les faux rivets, c'est des choses que j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce que ça aurait coûté d'en mettre des vrais? Et je trouve que toute la communication qu'on fait autour, bah, elle est pas justifiée. C'est une bonne montre, mais voilà quoi. Il n'y a pas à se taper, il y a pas de quoi se taper le cul par terre. La troisième montre que je regrette d'avoir achetée, c'est la Rolex Milgauss. Bon, déjà, c'est la première montre Rolex qui m'a vraiment lassé et déçu. Euh, je remets pas du tout en cause la partie qualitative, hein. Évidemment, on est sur une montre parfaite, montre ultra qualitative, ultra lisible, euh, précise, enfin tout ce que vous voulez. C'est du Rolex, donc évidemment, je remets pas ça en cause. La montre était vraiment parfaite. C'est une montre automatique qui est recherchée. Désormais, c'est plus si simple que ça d'en trouver une à un tarif public. Moi, ça fait maintenant quelques années que je l'ai eu. Mais cette montre, au final, elle a été trop décalée pour moi. En fait, c'est la raison pour laquelle je l'ai achetée et c'est la raison pour laquelle je m'en suis séparé. C'est une montre qui est trop décalée, trop déjantée. Le mix entre montre élégante et montre moderne n'est pas réussi, je trouve. Et visuellement, il y a beaucoup de détails qui, au final, avec le temps, m'ont dérangé. Déjà, beaucoup de lecture sur le cadran. Le cadran, il est beaucoup trop chargé. Euh, Ça, c'est une montre que je considère comme une montre casual dress, donc une montre que je peux mettre aussi bien en soirée que pour aller bosser. Et franchement, il y a beaucoup trop d'inscriptions sur le cadran. Ensuite, il y a beaucoup trop de couleurs. Il y a 4 couleurs distinctes visuellement et c'est trop. Ça fatigue l'œil et du coup, je trouve que j'ai perdu le plaisir de regarder le cadran. Et enfin, bah, la trotteuse en forme d'éclair. Bah, c'est ce qui m'avait fait acheter la montre, mais c'est aussi ce qui me l'a fait revendre parce qu'au final, je m'en suis lassé. Pour tout dire, cette montre est passée assez rapidement sur mon poignet, hein. C'est pas une montre que j'ai conservée 5 ans. Ce n'est pas parce qu'il y a écrit Rolex dessus bah, que ça a réussi à me convaincre. Il y a tout de même quelque chose d'étrange avec cette Milgauss. À chaque fois que je la vois en photo, je la trouve trop belle. À chaque fois que je la vois sur le poignet de quelqu'un, je la trouve trop belle. Quand elle est sur moi, je sais pas pourquoi, le charme opère pas, opère plus, et il n'y a plus de magie. Donc bon, dans ces formes de carrure type Explorer, j'ai fini par opter par une Rolex Air King 116-900 qui est plus sobre, qui reprend quasiment la même boîte, le même calibre. Donc la Air King 116-900 est quand même plus sobre, on va dire. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que j'adore les fliggers et les montres d'aviation. Si vous n'êtes pas abonné, c'est l'occasion de vous abonner. Mettez-nous un like, un pouce, un j'aime, vous serez notifié de nos nouvelles sorties. C'est totalement gratuit et ça nous aide à être mieux référencés par YouTube. Donc moi, passionné de fliggers, je me devais d'avoir une IWC pilote. Alors IWC, hein, marque mondialement connue. Souvent quand on parle de montre de pilote, il y a deux marques qui sortent du lot, Breitling et IWC. Et les Big Pilotes sont des montres vraiment quasi parfaites, je trouve, puisqu'elles sont simples, très lisibles et dépourvues d'annotation inutile. Une fois la pilule tarifaire avalée, l'épaisseur de 16 mm pour une montre simple, 3 aiguilles, bah, a fini par me lasser. Pourquoi IWC a proposé ces Big Pilotes avec une épaisseur de 16 mm? C'est énorme. Que le diamètre soit gros, 47 mm, je comprends, c'est historique, c'était pour que les pilotes puissent voir la montre, etc. Par contre, il n'y a aucun intérêt à proposer une montre aussi épaisse. Alors depuis, IWC a sorti des montres plus petites, hein, en diamètre 43, peut-être même 40, je ne sais pas trop, mais elle reste assez épaisse. On ne peut pas ajuster sa chemise quand on porte cette montre. C'est c'est dommage. Franchement, la montre, je l'adore. Les gammes IWC Big Pilot, je les adore. Même le diamètre de 47, ça me choque pas. Puis parce que c'est un héritage. Par contre, l'épaisseur, c'est pas possible. Alors cette IWC Big Pilot est bodybuildée, hein, et du coup, elle n'est pas forcément agréable à porter sur mon poignet de 17,5 cm. Là, le diamètre
passe bien sur le poignet. Par contre, c'est vrai que l'épaisseur, ça va pas. Pour ce type de montre, ça va pas. Ça m'arrive de porter des montres plus épaisses que ça, hein. J'ai une ZRC que je vous présenterai bientôt qui fait quasi 20 mm d'épaisseur, mais le rendu est pas du tout le même. La finalité avec cette IWC, c'est qu'après plusieurs mois à la porter quotidiennement, j'en suis venu à me demander si cette montre avait quelque chose de plus qu'une montre Flieger allemande de type Stova, Laco ou Archimède. Spoil alert d'ailleurs, je vous en présenterai bientôt une. En effet, les montres de pilote, on va dire allemandes, sont plus fines et peuvent être disponibles avec un calibre à remontage manuel, une vraie montre de pilote quoi. Parce que même si elle était vraiment esthétiquement très réussie cette IWC, c'est vrai que moi je l'aurais préféré en calibre à remontage manuel, ce qui aurait également permis sûrement de gratter un petit peu d'épaisseur. La dernière montre que j'aurais pas dû acheter, et là je sais que je vais me faire tacler par beaucoup d'entre vous, c'est le Cosmographe Daytona monté sur le Oyster Flex. Je précise monté sur le Oyster Flex, pourquoi? Parce que je possède un Daytona Zenith sur un bracelet acier, et franchement la montre c'est une tuerie. Le chronographe Daytona en soi c'est une grosse tuerie. Le seul reproche qu'on peut lui faire, enfin il y a deux reproches, c'est un, le manque de date, et deux, la lisibilité qui en fonction des déclinaisons de cadran n'est pas forcément terrible. La Daytona, c'est le Graal horloger pour beaucoup de passionnés, hein, moi y compris d'ailleurs, hein. Il m'a fallu plusieurs années pour pouvoir vraiment me faire plaisir avec ces Daytos, même si au jour d'aujourd'hui, je favorise les Zénith pour plusieurs raisons et j'ai un peu plus de mal avec les versions actuelles. Mais enfin bon, la Dato, c'est une montre qui est déclinée en plein de versions de cadrans, de matériaux, précieux ou pas. C'est une montre fine, à peine 12 mm d'épaisseur, qui est à la fois sport, à la fois chic. Franchement, la Dato, c'est la montre qu'on ne peut pas critiquer ou très difficilement. Alors, il y a de nombreuses références de Daytona que j'adore, hein. Mais il faut quand même noter que ce chronographe, c'est pas forcément le plus lisible et le plus pratique à utiliser, notamment à cause de ses poussoirs vissés. Quoi qu'il en soit, j'ai fini par céder à la tentation avec une montre récente montée sur un bracelet Oyster Flex. Et là, ça a été le drame. J'avais une très bonne expérience avec ma Zenith hors acier, hein, un bracelet Oyster classique, qui franchement tombe nickel, elle est d'un confort, elle est agréable à porter, enfin bon voilà quoi, rien à dire sur cette Zenith. Par contre, la Daytona sur Oyster Flex, oh là là, la catastrophe. Impossible d'avoir le bracelet qui tombe comme je voulais. Alors j'ai dû acheter un deuxième jeu de bracelet. C'est pas donné, hein, c'est quelques centaines d'euros un bracelet Oyster Flex. La qualité du bracelet, rien à dire, la conception très intéressante et tout. Le seul problème, c'est que la montre ne tombe pas bien sur mon poignet, même en mixant deux tailles de bracelet. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de tailles, hein, de bracelets chez Rolex, vraiment. C'est moi qui n'ai pas dû avoir de bol sur ce coup-là, mais vous devriez trouver bracelet à votre poignet, comme qui dirait. Bah pas moi. Et là, bah ça a été le gros souci parce que une fois c'était trop serré, une fois pas assez serré. J'avais pas de réglage fin au niveau de ma boucle. Au tout début, quand je l'ai acheté, la taille de bracelet qu'on venait pas, c'était la taille un petit peu trop grande. Du coup, la montre était lâche au poignet et je supporte pas ça quand je porte la Dato. Du coup, retour chez l'AD, je commande un nouveau bracelet, taille plus petite. Mais là, manque de bol, il est trop petit. Du coup, je décide de combiner les deux. Même en combinant, la montre était pas calée comme il fallait sur le poignet. Enfin bon, même en mixant les tailles de bracelets, ça allait pas. Et finalement, la montre s'est retrouvée sur un bracelet en cuir noir. Mais du coup, le plaisir était pas du tout le même, puisque une fois passé sur le cuir noir, et ben, la Dato était beaucoup moins sportive, beaucoup plus chic. Et l'intérêt principal du Oyster Flex pour moi, puisque le confort n'était pas là, bah, c'était vraiment le côté plus sportif, quoi. Et là, il n'y était pas. Et voilà les passionnés, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, un pouce, ça permet d'aider la chaîne. N'hésitez pas à me mettre en commentaire également si vous avez été déçu par certaines de vos montres et pourquoi. C'est toujours intéressant, hein, de pouvoir échanger autour de ça. Et sinon, bah, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!